Discussion naïve, c'est un podcast produit par la Télé du Haut-du-Lac où se retrouvent Vanessa Girard et Christian Laprise pour parler sans prétention de sujets variés. Chaque épisode est guidé par un thème et chacun s'engage à préparer une chronique en lien avec celui-ci, en plus d'en préparer une dont le sujet sera imposé par l'autre. Bonne écoute! Le deuxième épisode commence de Discussion naïve. Allô, Christian. Allô, Vanessa. Comment vas-tu? Hey, ça va bien. Puis toi, t'es-tu en forme? Hey, je suis quand même en forme malgré tout, malgré le travail, la fatigue. On est en forme parce que quand je viens enregistrer un podcast, quand je viens de parler, ça me met tellement en forme. Ah, t'es tellement cute. Oh mon Dieu que je suis cute. Mais là, on dirait que ça fait une semaine que j'ai hâte de revenir puis de refaire un autre épisode. J'ai tellement aimé mon expérience la dernière fois. Puis là, on dirait que j'ai juste le goût de replonger dedans. J'étais vraiment énervée. Là, toute la journée, j'ai eu hâte. Hey, moi, j'ai eu hâte aussi. J'ai préparé mes chroniques. En préparant mes chroniques, j'avais vraiment hâte de revenir et de dire hey, ça va être le fun. Puis là, on prend de l'expérience, on s'améliore tranquillement avec nos épisodes. C'est le deuxième, mais déjà, on sait qu'on a des choses à améliorer. On a commencé à s'en parler. Fait que là, ça devrait être encore meilleur. On peut juste être meilleur. Écoute. On peut juste être. On est toujours espère. perfectible. Donc, on Voilà. devrait être meilleur de jour en jour et de semaine en semaine. Et là, pour notre deuxième épisode, on s'est choisi un thème qui vient nous chercher, là, tous les deux. Alors, veux-tu le dire? Vas-y, dis-le. Tout un thème. À notre image, hein? Faut le dire. Donc, on a choisi un thème qui est la bouffe. La bouffe. Alors, Miam. cette semaine, on vous parle de bouffe. Yes, puis on est deux passionnés de bouffe, on peut le dire. Là, Oui. on est deux épicuriens. On aime manger. Quoi, t'es pas d'accord? Je sais pas si je peux me qualifier d'épicurien, mais de aimer manger, ça oui. Ça, oui. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, on aime bien aller au restaurant ensemble. C'est une de nos activités fétiches. Oui. Buffet chinois, Oui. aile de poulet, Oui. tout en se racontant nos vies. Oui, On et l'aime. puis on a plein d'anecdotes à la fois des deux pizzas. Donc ça, c'est une autre anecdote. Peut-être qu'on vous le racontera à un moment donné, mais effectivement... Un jour, il va falloir qu'on le raconte. Il va falloir qu'on le raconte, mais c'est sûr que notre activité qu'on aime bien quand ça fait longtemps qu'on s'est vu, puis ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'est pas allé. Bon, effectivement, la situation depuis quelques mois nous empêche un peu ça, mais le buffet, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans un buffet, Vanessa. C'est tellement le fun, un buffet. C'est Parce que plein de choses. Moi, j'ai une expression qui me vient de mon ami Mathieu Pinault. Je le salue. Je ne sais pas s'il va écouter ça. Mais est-ce que ça t'arrive dans la vie, des fois, d'avoir le goût de goût? Avoir le goût de goût, je t'explique, c'est pas nécessairement avoir une grosse faim, mais c'est avoir envie de manger plein de choses différentes. Fait que, mettons, tu vas déjeuner au restaurant, ce qui est tellement le fun dans la vie. Tu sais pas si tu veux du sucré ou du salé. Puis là, tu te prends une espèce de grosse méga assiette brunch que t'as l'air vraiment top, mais t'en mangeras pas au complet, mais c'est juste que t'avais le goût de tous ces goûts-là. Ouais. Le petit pâté de viande, les bines sucrées, la crêpe, les fruits. Tu voulais tout, tu comprends? Ben ça, c'est comme ça m'arrive souvent. Si je sais pas qu'est-ce que je veux manger pour souper. Ah, je vais aller à l'épicerie, qu'est-ce que je vais manger? Et là, j'achète plein d'affaires. Et là, j'arrive chez nous, puis je sais pas lequel manger. Fait que finalement, je mange tout. Tu manges un petit peu de toutes les affaires Et je mange trop. parce que tu as le goût de goût. Et tu manges trop. Et Ben, voilà, c'est ça. c'est sûr. Ben, je te comprends tellement. Fait que vous voyez qu'on est deux gourmands. Oui. Et là, on vous a préparé des chroniques, je pense, pas piquer des verres. Ben écoute, c'est des chroniques relevées. Hein? Ah, Qu'à rester dans le thème, c'est une chronique on peut relevée. dire là, qu'est-ce qu'on s'est choisi comme chronique imposée pour que les gens Oui, parce que- restent jusqu'à la fin avec nous pour le découvrir et Effectivement. les entendre. Et quand on a parlé la première fois, hein, chaque semaine, on va se donner un défi de chronique. Et cette semaine, pour Vanessa, je lui ai proposé, je lui ai donné comme défi, en fait, de nous faire une chronique sur les traditions alimentaires spéciales, qu'on va dire, ou pas, mais les choses qui sont peut-être étranges de notre culture nord-américaine dans les traditions alimentaires à travers le monde. Oui, et Seigneur, je suis tombée dans un trou noir. J'ai découvert des choses dégueulasses, pas possible. Ça fait une semaine que je prépare ça. Ça fait une semaine que j'ai mal au cœur à chaque fois que j'y pense. Et donc, j'ai tellement hâte de te présenter mes trouvailles. Et moi, je t'ai choisi un sujet que je trouvais bien le fun, que j'ai failli prendre pour moi-même, mais que je t'ai donné. Je t'ai demandé de nous parler des choses les plus épicées au monde. Ben, en fait, des choses épicées qu'on peut manger sur Terre. Écoute, j'ai trouvé moi aussi plein de belles choses sur les mets épicés et aussi les aliments qui sont épicés. Et j'ai même amené des choses pour qu'on puisse goûter
plus tard. Ouais, là, tu nous as préparé des petites affaires. Là. Je vois ça, là, quand je suis arrivée, tu avais déjà préparé ça. Oui, madame. J'ai un peu peur, mais j'ai très hâte aussi en même temps. Écoute, je pense que je suis allé dans le soft parce que veux pas, j'avais pas accès ici à plein de choses que j'avais lues. Là. Je pense qu'il y a des aliments qui sont très sélects et très dispendieux qu'il faut commander. Ouais. Mais j'ai trouvé quand même des choses qui sont intéressantes pour nous donner un peu le goût et la sensation du picante. Et veux-tu savoir pourquoi je t'ai choisi ça aussi? Ben non, oui, vas-y. Non, je veux pas le savoir. J'allais dire, ben non, je le sais pas. Non, c'est ben oui. Il y a quand même une raison derrière ça. C'est que un moment donné, je t'ai fait à souper chez vous d'inspiration mexicaine. Tu m'as fait à Oui. souper chez nous. Ben oui, C'est vrai. c'est vrai, je t'avais fait des quesadillas. Yes. J'avais tout amené pour cuisiner, puis j'ai cuisiné chez vous. Je me suis imposée dans ta cuisine. Et, et là, tu m'as dit, j'ai dit, puis tu trouves-tu ça bon? Puis là, t'as dit, c'est bon, mais ça, c'est piquant. Ça, c'est piquant. J'avais fait des nachos aussi. Ça, c'est piquant. La sauce est piquante. Fait que j'ai dit, ah, t'aimes pas ça piquant? T'as dit, non, j'aime ça dans ma bouche. Mais c'est après que j'aime moins ça. Et tu m'en as parlé pendant 2 jours. Ben, effectivement, j'adore manger épicé, mais voilà, le problème, c'est le lendemain. C'est ça. Bref, j'en parle pas plus, mais... On s'étendra pas sur le sujet, mais je me suis dit, je vais y faire parler de quelque chose qu'il aime et qu'il déteste à la fois. Je trouvais ça drôle. Ah oui, c'est vrai. Fait que, Amour-haine avec le épicé. Et à travers tout ça, autour du sujet de la bouffe, on a aussi préparé chacun de notre côté une chronique qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et je vais commencer, si tu le permets. Oui, je te laisse le premier tour de rôle. Alors, je te parle de quelque chose qui me passionne. Genre, on est dans l'émotion en ce moment. Je te parle d'un aliment que j'aime manger, que j'ai redécouvert pendant le confinement. C'est un aliment tout simple que vous avez probablement tous dans votre frigo et que là, je vais vous faire voir de manière différente. Je t'ai préparé une chronique sur les œufs. Les œufs? Oui, monsieur. Les cocos. Les cocos, les œufs? Oui, Okay. les œufs. J'étais pas nécessairement une grande fan d'œufs de même dans la vie, mais pendant le premier confinement, encore une fois, hein, on découvre des choses, je me suis remis à manger des œufs, puis je suis tombée sur un groupe Facebook de fans d'œufs. OK? OK, il y a un groupe Facebook Il y a un groupe de fans d'œufs. Les fans d'œufs. Et sur ce groupe-là, chaque jour, les gens mettent des photos de leurs recettes qu'ils font avec des œufs. Puis à chaque fois que je voyais des photos, j'avais le goût de manger des œufs. Fait que là, pendant le confinement, je me suis fait des œufs dans le vinaigre. Je me suis fait des œufs pochés, des omelettes, des quiches. J'ai vraiment redécouvert les œufs, OK? Fait que j'en achetais vraiment beaucoup plus que d'habitude. Genre au moins une douzaine par semaine. Toi, est-ce que tu aimes les œufs? Ben, moi, oui, j'aime les œufs. Je ne suis pas un grand mangeur d'œufs, mais de temps en temps, à la fin de semaine, je vais me faire un œuf. Mais oui, je suis pas c'est ça. Tu n'es Oui. pas un grand fan, Je mais... suis pas un grand fan de dire bien. je vais en manger tous les jours, mais j'aime bien l'œuf relativement toujours un peu pareil. Comment tu manges ton œuf? Allons-y tout de suite. Je le mange soit brouillé ou soit tourné pété, comme on Tourné dit. pété? Oui, tourné pété. OK, tu avec toi, le petit jaune coulant, c'est pas ça que tu préfères dans l'œuf. Ça m'écoeure. Tes cœurs, même. Ouais, c'est quelque chose que j'ai de la misère avec la texture puis le chaud gluant, là. C'est pas quelque chose qui m'attire. Je pense que tu n'es vraiment pas le seul dans ta situation parce que avant ma chronique plus tôt cette semaine, j'ai posé la question sur mon Facebook à mes amis Facebook de me dire comment ils aimaient manger leur œuf et j'ai eu des centaines de réponses. Je vais t'en parler plus en détail tantôt. J'ai même sorti des statistiques par rapport aux réponses des gens. Mais j'ai découvert aussi que plusieurs personnes étaient très intenses et critiques dans leur manière de cuisiner l'œuf. OK? Là, il y en a comme toi qu'il faut que le jaune soit cuit. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas avoir de blanc pas cuit dans leur assiette. Ça les écœure complètement. Donc, on va décortiquer tout ça tantôt. Mais avant, ce qu'on va décortiquer, c'est l'anatomie de l'œuf. Ah, ben. Parce que je pense que tu vas quand même apprendre des choses. En tout cas, moi, j'ai appris des choses. Ben, écoute, surprends-moi. On se dit, c'est niaiseux, c'est tout simple, un œuf. Il n'y a pas tant d'affaires que ça. Blanc. Oh, détrompez-vous. Jaune. Il y a quand même 8 parties à un œuf. Tu vois, déjà là, moi, je pensais qu'il y en avait 2. Hein? Tu vois? Donc, la première partie, c'est celle qu'on voit de l'extérieur, c'est la coquille.
la coquille de l'œuf qui est faite en fait vraiment pour protéger l'œuf et pour aussi le garder à la bonne température et tout ça, parce qu'on se rappelle qu'un œuf, ça nous vient de la poule et qu'éventuellement, si l'œuf est couvé, on aura un petit poussin. Et donc, tout est dans l'œuf est créé de manière à avoir un poussin à la fin, mais on arrête évidemment le processus avant pour manger les œufs. Donc, la coquille qui est là et qui est composée d'environ 10 000 petits pores minuscules, comme les pores de la peau, donc on ne voit pas à l'œil nu. Il y en a 10 000 sur un seul œuf et ça permet à l'humidité de bien circuler aussi et de protéger l'intérieur de l'œuf. Ensuite, dans un œuf, tu sais qu'il y a une partie plus pointue puis il y a une partie plus grosse, là, comme en dessous de l'œuf. Dans cette partie-là, il y a une petite poche d'air qu'on appelle la chambre à air. Si tu fais cuire un œuf à la coque très frais, tu vas le voir. Là, il y a comme vraiment une petite partie, des fois, comme renflouée, si on veut, là, dans l'œuf. Il n'y a pas la même forme que la coquille, en exact. fait. Il y a toujours un petit renflouage, là, c'est ça. C'est ça. Il faut savoir quand même que plus l'œuf est frais, plus la chambre à air est petite. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que des fois, si on ne sait pas si notre œuf est passé de date, on peut le mettre dans l'eau. Et si l'œuf flotte, c'est que là, il serait trop vieux parce que la chambre à air a trop grossi. Puis là, l'œuf est en train d'être plus bon. Fait qu'on peut savoir ça si jamais on a perdu le carton puis on ne sait pas de quelle date est notre œuf. Excellent truc. Ensuite, on a le blanc d'œuf. Mais le blanc d'œuf a un nom scientifique. Tu sais quoi? Je l'ai déjà entendu, mais tu vas me le dire. Oui, je vais te le dire. Commence par un A. Ah, j'aurais dit un C, mais c'est pas le bon nom que j'avais. C'est l'albumène. Ben oui, je savais. L'albumène, qui est le blanc d'œuf, qui représente environ 2/3 du poids de l'œuf, donc qui est quand même la principale composante d'un œuf. On va avoir un blanc plus épais qui va vraiment entourer le jaune et un espèce de blanc plus mince là, qui va se répandre dans le reste de l'œuf. Donc, c'est composé d'eau, de protéines de haute qualité et de minéraux. Donc, c'est bon pour la santé. Ensuite, on a la membrane de la coquille. Ça, c'est... Tu sais, des fois, tu fais cuire des œufs à la coque, puis là, tu arrives pour les éplucher, puis ils veulent rien savoir parce que la membrane est tout collée, tout croche dans la coquille, puis ça brise tout ton œuf. Ben oui. Ben ça, c'est une espèce de petite peau qui est à l'intérieur de la coquille et qui est faite, elle aussi, pour protéger l'albumène. L'albumène. Et le jaune. Parce que ça, c'est l'autre partie de l'œuf. Le jaune, qui n'a pas de nom spécial. C'est juste le jaune. Là, c'est juste le jaune. Donc, c'est une grande source de vitamines et de minéraux de l'œuf. Ça représente environ le tiers du poids de l'œuf comparativement au blanc. Il peut y avoir des jaunes plus foncés, plus orangés, des jaunes un peu plus pâles. Ça dépend tout simplement de la variété de poule. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais les coquilles aussi peuvent changer de couleur. Il y en a des brunes, il y en a des blanches, il y en a même des bleus. Des vertes. Des bleus et des vertes. Oui. C'est spécial. T'as jamais vu ça? Non. Mais là, dans le fond, puis là, c'est ça. C'est que dans le fond, la couleur de la coquille de l'œuf ne dépend pas ça dépend de la poule, mais de plus de la sorte de poule. En exactement. Fait, la race de poule, d'accord. C'est ça, t'as bien deviné. C'est pas une poule au chocolat qui pond un œuf brun. C'est non, ça, on s'enlève ça dans l'idée. Le goût n'est pas vraiment différent non plus. Là. C'est vraiment juste la variété de poules qui fait des œufs de couleurs différentes. Mais tu sais, une poule qui fait des œufs blancs va toujours faire des œufs blancs. Ça varie pas vraiment. Et ça veut dire que ça peut varier si la poule n'est pas en santé, si elle est malade. On va le voir sur l'œuf, là, mais normalement, une poule en santé va toujours faire des œufs sensiblement de la même couleur. Et ensuite, on a, j'adore ce mot-là, c'est un nouveau mot que j'ai appris. Je ne sais pas comment le dire, fait que moi, je le dis d'une manière un peu drôle. Les chalazes. Les chalazes. Les chalazes. D'accord. C-H-A-L-A-Z-E, chalazes. C'est une paire de filaments en spirale. C'est l'espèce de petite affaire blanche qu'on voit dans le jaune. Peut-être que tu as déjà remarqué ça. Oui, des fois, on voit ça. Quand on était jeune, des fois, on pensait que c'était peut-être un petit poussin. Un petit poussin, un petit embryon. Ou encore, on a déjà entendu aussi du sperme de coq. Mais c'est pas ça. Je te le confirme. Je ne sais pas où tu as été élevé, mais où j'ai été élevé, on parlait pas de ça. À Saint-Léon-la-Brec. Merci beaucoup. D'accord. À Jonquière, au lac, au Saguenay, on parlait pas de ça. Mais ce n'est rien de tout ça. En fait, c'est seulement pour tenir ensemble le jaune et le blanc. C'est sa seule fonction. Et plus l'œuf est frais, plus les chalazes sont visibles. D'accord. Ensuite, on a le disque germinatif qui est comme un petit creux à la surface du jaune. OK? Moi, personnellement, j'ai jamais remarqué ça, mais quand on casse un œuf, on va voir une espèce de petit renflou là, dans le jaune. Et c'est la porte d'entrée pour la fécondation de l'œuf.
Et finalement, la membrane du jaune, qu'on appelle la membrane vitelline, qui tient le jaune en place, qui fait qu'il reste un rond, dans le fond. Quand tu sépares le jaune du blanc, quand tu fais une recette, ben là, ton jaune, il s'effroie pas tout dans tes mains. Il peut rester comme une petite boule. Grâce à la membrane vitelline. Et plus l'œuf est frais, plus la membrane est résistante. Donc, plus c'est dur d'aller casser le jaune, si tu veux. Donc, les œufs sont très nutritifs. On parle de 13 grammes de protéines et 160 calories pour un seul œuf. Il y a différents calibres d'œufs. En général, dans les épiceries, c'est le large là, qui sort le plus et qu'on voit le plus aussi, qu'il y a le plus sur les tablettes. Mais il y a toutes sortes de calibres, dont le Pee-wee. Le Pee-wee. Le Pee-wee, le petit, le moyen, le gros, l'extra gros et le jumbo, qui sont ici au Canada calculés selon leur poids. Donc, les œufs, on peut les cuisiner en cuisinant seulement le jaune. On peut le faire aussi avec le blanc, monter des blancs en neige pour faire un dessert. Donc, c'est vraiment très polyvalent. On peut faire pas mal de choses avec ça. Il y en a même qui mangent des œufs crus. C'est pas mon genre. Ben, il y avait Rocky dans le film, dans le premier film, où on voyait se faire un shake le matin avec, je pense qu'il cassait 5 ou 6 œufs avec un peu de lait ou puis des trucs dedans, puis fou! Ben, lui, c'était sa dose de protéines. Ben oui, puis on voit moins ça parce que avec le temps et avec les connaissances qu'on a, ben il peut y avoir certaines bactéries quand même à l'intérieur d'un œuf cru. Fait que si vous êtes une femme enceinte, si vous avez des problèmes de santé, on vous conseille pas de manger l'œuf cru, mais on peut quand même le faire là. C'est pas un très gros risque là. Surtout ici, tout est tellement contrôlé. Les œufs du Québec, je pense qu'on peut quand même y aller. Là, surtout un œuf frais aussi, on peut le manger. Et d'ailleurs, c'est une des nombreuses manières de manger un œuf parce que là, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé jusqu'à une soixantaine de manières différentes de faire cuire un œuf. OK. Fait que moi, avec mes 2 façons de manger un œuf, je suis pas très, très élaboré. Ouais, ben, tu sais, c'est pas moi qui l'ai dit. Là. Non, mais c'est moi qui le dis, je l'affirme. Des manières vraiment flyées, là, tu sais, genre fumer un œuf ou, le faire cuire sur le barbecue. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on fait tous le matin. Un œuf mollet, que j'ai déjà vu aussi, qui donne une espèce de texture louche et un peu, pas graisseuse, mais coulante, très coulant, là. Ouais, c'est ça, un petit œuf, comme un œuf à la coque, là, qu'on va mettre sur un petit coquetier puis manger avec une cuillère. C'est ça, l'œuf mollet? Oui, je pense. Ah, OK, ben c'est pas ça que je parlais d'abord. C'est l'œuf qu'on met dans l'eau, mais l'œuf poché. L'œuf poché, c'est ça. Simplement, comme un œuf bénédictine, par exemple. Probablement. Tu vois que je connais pas tant les œufs. Ben, je vois ça, là. Non. Mais j'ai quand même retenu quelques manières de cuire les œufs là, que je vais vous passer rapidement. Donc, il y a l'œuf cru et il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Ça s'appelle un prairie oyster ou l'huître des prairies, si on veut. Donc, on va mettre un œuf cru dans un verre à shooter avec du tabasco et de la sauce Worcestershire. Hein? Et on va caler ça comme une huître, finalement. Okay. On va mettre un peu de sel aussi. Fait qu'on va caler ça à la manière d'une huître. Un shooter à l'œuf. Assez particulier. Ouais. Ensuite, il y a les œufs frits, comme souvent on va faire cuire, tourner, miroir, brouiller, avec un peu d'huile ou avec du beurre. Il y a les œufs qu'on va faire plutôt bouillir, les traditionnels, les œufs durs, les œufs à la coque, les œufs pochés, les œufs mollets, comme on a dit tantôt. Les œufs marinés. Les œufs marinés dans le vinaigre, classique. Moi, j'adore ça, on va te le dire. Le classique dans les... On en voit-tu encore dans les bars ou dans les... On voyait ça à une époque, le pot de fromage dans le vinaigre avec les œufs dans le vinaigre dans les tavernes et dans tout ça. On voit moins ça maintenant. Je pense que c'est moins répandu. Ou tu sais, des fois, il y en a dans les places qui veulent se penser bien hipster. Puis ils vont faire des œufs dans le vinaigre balsamique, genre, qui vont être noirs. Puis ça fait le mal. Les œufs marinés aussi sont bons dans des ramen. Dans les petits restaurants de ramen, on va faire souvent des œufs cuits avec le jaune encore un petit peu coulant qu'on va faire mariner dans différentes épices, dans de la sauce soya, vinaigre de riz et on va mettre ça dans un ramen, ça va être bien bon. Les œufs au micro-ondes, ça pour faire un sandwich le matin ou faire une omelette même au micro-ondes. Les omelettes en tant que telles qui sont très populaires et les œufs bénédictines avec la fameuse sauce hollandaise. Oui. Ça, c'est le genre de choses que je mange plus au resto. Les œufs béné, c'est quand même rare que je m'en fais chez nous parce que moi, me starter une sauce hollandaise le matin, c'est mon trip. On dirait qu'un œuf, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, j'associe à quelque chose de simple. Il faut que ça soit facile à faire, simple. C'est ça. Si le matin, tu es parti pour faire une grosse recette d'œufs bénédictines, puis ça te prend, je sais pas quoi, puis monter ici, puis de la sauce, je me tanne plus vite. Moi, j'aime mieux que ça soit simple. Donc, tourne-les, pète-les. Merci, bonsoir. Ben, c'est ça. Mais sinon, moi, des œufs tournés, j'aime quand même ça. Mais au restaurant, mettons dans mon brunch, moi, je prends les œufs miroirs. Je me les fais rarement miroir chez nous parce que c'est compliqué. Mais au restaurant,
C'est souvent ça que je vais faire. J'aime bien tremper ma sauce dans le petit glu-glu sur le top. Moi, j'aime ça, le jaune coulant, contrairement à toi. J'ai découvert pendant la pandémie, je te le disais, les œufs que je mets sur tout, OK? Un œuf poché sur un nachos, tellement bon. Un œuf poché sur une pizza. Ben voyons donc. Je te le dis. Je me suis même fait un œuf poché sur des gaufres. C'était vraiment bon. Fait que je suis vraiment passion. Tu as trouvé vraiment des vraies recettes de ça ou c'est toi qui as inventé ça ou qui a fait un test, un essai? C'est moi. C'est moi qui ai inventé ça, qui a fait un essai avec aussi les fans d'œufs sur Facebook qui m'ont donné des idées. Et même, j'ai tellement mangé d'œufs qu'à un moment donné, je me suis dit, je m'excuse tellement. Une grosse notification. Gênant. Gênant. Ah non, c'est gênant. Amateur. Ça fait amateur. C'est le groupe des mangeurs d'œufs, ils m'ont entendu. Bon, c'est ça, ils t'ont envoyé une petite notification. Mais je me suis même dit à un moment donné, est-ce qu'on peut manger trop d'œufs? Est-ce qu'il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser parce qu'on va être malade? Ben, je pense que oui. Il y a une limite, je pense, à la semaine. Combien tu penses d'œufs par semaine on peut manger de manière sécuritaire? Ben, j'aurais tendance à dire peut-être 4 ou 5. Écoute, on peut aller jusqu'à 7 œufs, 1 par jour. Si on est en bonne santé, si on n'a pas de problème, par exemple, de cholestérol ou de diabète ou de maladie cardiaque, pas de problème, 1 œuf par jour. Moi, j'ai déjà dépassé ça, là, personnellement, parce que, tu sais, juste dans un déjeuner, souvent, il y en a 2. Mais oui. C'est pas que c'est dangereux, c'est juste qu'il y a quand même 186 mg de cholestérol dans le jaune. C'est pas nécessairement le mauvais cholestérol, là, comme on peut dire, mais ça peut être quand même pas très bon pour la santé. Ça demeure du cholestérol. Exactement. Si on est dans l'excès, donc on va se limiter. Et si on est malade, si on fait, comme je l'ai dit tantôt, du diabète, maladie du cœur, etc., on va y aller pour 2 œufs entiers par semaine ou moins, sans plus. Donc, j'ai peut-être créé du cholestérol dans mon corps pendant la pandémie. Et pour terminer ma chronique, je veux revenir sur la question que j'ai posée sur Facebook. Hein? Oui. Parce que j'ai demandé aux gens, comment mangez-vous vos œufs? Est-ce que vous faites tourner, brouiller, pocher, miroir, œufs, sel, sauce piquante? œufs, oui. Sel, poivre, je voulais dire. Et donc, j'ai eu 110 personnes différentes quand même qui m'ont répondu. Et la manière la plus populaire de manger les œufs, tu t'en douteras. Brouiller? Non. Non? Tourner. Ben, tourner. 60 personnes sur 110 dans mes commentaires. Donc, 55% des répondants mangent leurs œufs tournés. Et beaucoup de gens m'ont dit full poivre. Donc, ça semblait bien important pour les gens. Beaucoup de poivre sur l'œuf. Ça, j'adore le poivre sur les œufs. Effectivement, moi, je suis pareil aussi. Je mets un peu de sel, mais surtout du poivre. Surtout du poivre. Du bon poivre noir. Ah oui, hein? de la bonne petite poussière de table en masse. Et on a 25% des gens qui ont dit brouillé. 11% ont dit miroir, 8% ont répondu poché et 4% ont dit préféré en omelette. Et une seule personne qui s'appelle Cynthia, je la salue, m'a dit qu'elle n'aime pas les œufs et qu'elle n'en mange pas. Donc, c'est ton choix, c'est ta décision, mais tu sais pas ce que tu manques et j'espère que je vous ai donné le goût de manger des œufs. Hey, ben, Caroline Debine, merci Vanessa. Belle chronique. Ben, merci. Très belle chronique sur les œufs. On apprend des choses à discussion naïve et c'est l'objectif. On se prend pas au sérieux, on apprend des choses. On apprend des choses puis on les partage avec vous autres. Puis pour vrai, là, j'aurais pu te parler des œufs pendant 6 heures, je pense. J'ai vraiment trouvé plein d'informations. Tu as vu, j'ai skippé tantôt. Oui, parce que tu m'as quand même dit qu'au début, tu avais 10 pages pour de chroniques sur les œufs. Oui. Et vous comprendrez qu'on a dû réduire un peu. C'est ça. Ben, écoute, moi, Vanessa, quand on a décidé de parler de bouffe, de faire un thème sur la bouffe, là, il m'est venu effectivement plein d'idées en tête parce que, bon, je suis un bon mangeur. On a déjà parlé, on a parlé des buffets tantôt. Mais je me suis intéressé, ça m'a tellement inspiré et je peux te dire que c'est normal parce que je suis un bon mangeur. Hein? Fait que ça m'a inspiré parce que j'aime la bouffe, j'aime cuisiner. Et manger, c'est souvent aussi associé à des rassemblements avec des gens qu'on aime. Et ça, avec la situation sanitaire qu'on vit actuellement, ben, ça nous manque. C'est ça. Alors, on a donc hâte de pouvoir refaire des soupers, des barbecues, des brunchs, toutes des affaires qui impliquent de la bouffe. Je veux juste dire quelque chose. Depuis tantôt, tu dis bon mangeur. Et moi, ça me fait vraiment rire parce que dans ma famille, on a une grosse joke par rapport à ça. Bon. On a-tu le temps, je t'accomte? Compte-moi là. On est ensemble, là, on a le temps, on prend le temps. Ça sera vraiment pas long. Je prends 1 minute, OK? Parfait. Quand j'étais ado, je suis allée avec toute ma famille, donc mes parents et mes 2 sœurs, dans un restaurant de pizza. Et là, c'est mon père qui commande la pizza pour toute la famille.
Et il pose des questions à la madame. Combien qu'on devrait prendre de pizza? Parce que, tu sais, on est 5 personnes. Fait que là, elle dit, mettons, vous pouvez prendre, tu sais, je sais pas, 2 pizzas. Tu sais, ça dépend de votre appétit. Puis là, mon père, il a dit, amène-nous-en 3. On est des bons mangeurs. Et de moi puis mes sœurs de vouloir mourir de honte. Tu comprends bien qu'à 13 ans, c'était super gênant. Mais c'est toujours resté parce que finalement, on en a bien ri et on le dit très, très souvent chez nous. Donc, nous sommes des bons mangeurs. Donc, je pense que je vais aimer ta chronique. Vas-y, je te laisse continuer. Ben écoute, c'est une chronique bon mangeur, effectivement, mais peut-être un peu extrême. Donc, moi, je suis un bon mangeur, mais aujourd'hui, je vais te parler des bons mangeurs, mais pas un bon mangeur comme moi. Là. Je te parle plus d'un super méga giga mangeur. Okay. Ceux qui font des concours de mangeurs que je qualifierais de mangeurs extrêmes. Oh yes, OK. Vanessa, oui. Est-ce que tu connais qu'est-ce que c'est la MLE? Non. C'est la Major League Eating. Il y a une ligue professionnelle de concours de mangeurs aux États-Unis et il y a des gens qui sont des professionnels dans les concours de bouffe. Mais quel job de rêve! Oh my God, mais ça m'allume complètement. Je suis en train d'aller chercher sur Facebook et de me trouver un gros mangeur là, pour Marie. Je suis en train de chercher ça. Écoute, j'ai regardé un peu le site de la Major League Eating et il y a plein d'affaires et vraiment des choses récentes. Alors, je te fais juste quelques-uns des derniers défis qu'ils ont eu. Alors, le 31 octobre 2020, il y avait le Draft King Halloween Candy Bowl. Alors, c'est un concours de mangeage de bonbons. De bonbons d'Halloween? De bonbons d'Halloween. Oh yes! Il y a 6 sortes de bonbons. Chaque sorte, il y en a une livre. Et l'objectif, c'est de manger chaque livre. Quand tu as fini de manger la première livre de bonbons, ben, tu changes à l'autre sorte, de manger la deuxième livre et ainsi de suite. Tu ne peux pas changer tant que tu n'as pas mangé la livre. Et il faut que tu la fasses en moins de temps possible ou sinon, c'est celui qui en mange le plus en 6 minutes. Et le gagnant cette année s'appelle Matt Stoney, qui a mangé 4 livres 1,9 onces en 6 minutes. Oh mon Dieu, mais il a tellement dû vomir après. Ça doit tellement tomber sur le cœur. C'était-tu comme des jujubes? C'était quoi les bonbons? C'était pas décrit ce qu'il y avait comme... la seule qu'ils ont écrit, c'était, tu sais, genre les Reese's Pieces, là, les chocolats, les petits copes de beurre de peanut, chocolat entouré. Ça, il y avait ça. Mais il disait pas, il spécifiait pas c'était quoi mais c'était des sortes de bonbons populaires. Ah, imagine, c'est des Tootsie Rolls. Ça doit être long. J'adore ça, des Tootsie Rolls. Moi, c'est mon préféré à l'Halloween. Moi aussi, j'aime ça. Mais imagine, comme c'est long à manger. Là. Ouais, faut que tu le déballes et tout. Ben, faut que tu les prennes un peu mou. En tout cas. Et puis, écoute, c'est quand même intéressant parce que le premier prix, Matt Stoney a gagné quand même 2500 $. Donc, il y a des prix, il y a des bourses associées à ça. Le 26 septembre, The Western Days Festival World T-Mail Heating. Et là, je ne sais pas comment le dire, le T-Mail, le T-Mal, le Temal. C'est mexicain. C'est comme un genre de egg roll avec une pâte de maïs ou encore de bananier. Et il faut que tu en manges le plus possible en 10 minutes. Et c'est Joey Chestnut qui en a mangé 93 en 10 minutes. Et le deuxième en a mangé 75. Fait que tu vois qu'il y avait déjà une bonne marge entre le premier et le deuxième. Mais, hein? Donc, Joey est un idole. Et tu vois, en tout, 3500 $ de bourse pour le temps tout dans ce concours-là. On dirait que je file plus bien. On dirait que ça m'écarte. On dirait que je m'imagine manger tout ça puis je file pas bien. Ben, quand tu vas voir sur YouTube, parce que j'étais fouillé un peu sur YouTube voir des vidéos parce qu'il y a plein de vidéos de concours, mais c'est à la limite très dégueulasse de voir ces gens-là manger parce qu'écoute, ils sortent de là, ils sont beurrés de partout, ils en ont sur les chandails, puis souvent ils boivent de l'eau aussi en même temps. Ils prennent une bouchée, puis j'ai vu toutes sortes d'affaires. Il n'y a pas beaucoup de mastication qui se fait là. Pas très. Je pense que dans les concours, parce qu'on connaît tous le fameux concours du mangeur de hot dog, ouais. Là, d'après moi, la saucisse, ça passe assez frit. Oh, OK. Ça, avec de l'eau, ça doit être dégueulasse. Ça doit te faire une pâte dans la bouche, là, qui n'est pas bonne. Oh, je file plus bien. 21 avril 2020, le Bet Online Quarantine Challenge Semi-Final, c'était les Baked Beans. Donc, des beans. Des beans. Et il fallait manger 10 livres de beans le plus rapidement possible. Oh, on s'entend que 10 livres de beans, c'est des beans en tabarouette. C'est un bon sio, là. C'est un bon sio. Puis, et c'est Gideon Hoji qui a mangé ses 10 livres de beans en 1 minute 45 secondes. 1 minute 45 secondes. Et là-dessus, il y a eu 2 minutes de pénalité.
2 secondes, pas 2 minutes, 2 secondes de pénalité. Écoute, là, je me suis dit, des pénalités, c'est quoi? Comment tu peux avoir une pénalité quand tu fais un concours de mangeur de bines? Alors, est-ce que c'est parce qu'il y en a échappé une par terre? Est-ce qu'il y a eu un petit rot de vomi, puis finalement, ça compte pas parce qu'il l'a pas avalé? On le sait pas, c'est pas spécifié, mais je trouvais ça très drôle de penser que dans un concours de mangeur de bines, il y a une pénalité et c'est 2 secondes. Et la deuxième place revient à Joey Chestnut, encore une fois, hein, tantôt on l'a eu dans le mangeage de Tamil, et là on a Joey Chestnut qui mange aussi des bines. Lui, il les a mangés en 2 minutes 3 secondes. Oh mon Dieu, mais est-ce que tu as vu des images de ça ou tu as juste lu là-dessus? Là, j'ai lu là-dessus celui-là. Des images, j'ai pas vu les images de ceux-là. Parce que penses-tu qu'ils mangent, tu sais, pas de cuillère là, avec leur face, mettons? Écoute, d'après moi, c'est soit à cuillère, c'est soit à... J'ai vu dans les images que j'ai eues, genre un macaroni au fromage de... je sais plus combien de livres, là, à cuillère. Écoute, 2 gars qui ont mangé ça, c'est dégueulasse. Mais ça doit faire mal à l'estomac, je peux pas croire. Il doit avoir le goût de fendre en 2 là, après 10 livres de bine. Voyons. À un moment donné, là, d'après moi, il y a un point où c'est tellement rapide que tu dois pas t'en rendre compte. Tu t'en rends compte probablement après. Parce que c'est dans la rapidité. Tu sais, quand ils mangent, j'en ai vu là, manger les hot dogs, je sais plus trop, je pense que c'est je pense c'est au-dessus de 80-90 dans 10 minutes, des hot dogs, je sais plus trop. Mais tu sais, à un moment donné, tu dois plus le sentir. Non, c'est sûr. Mais après, quand tu relaxes puis ça se détend, là, ça doit faire boy que je suis prêt. Ouais. Puis qui dort des gaz, hein? Es-tu commandité par Febreze, le tournoi de mangeage de bine? Parce ça et Pepto-Bismol. D'après moi, c'est un des deux. Hey, le 5 septembre, le 2020 World Slopper Eating Championship. Et ça, c'est manger des sloppers. Slopper, c'est comme un cheeseburger, mais dessus, ils mettent une espèce de pâte de piment rouge ou vert ou encore de la sauce chili. Et Jeffrey Esper, qui en a mangé 37,5 des sloppers de 9 onces en 8 minutes. Fait que là, on s'entend, là, imaginez un cheeseburger quand même assez gros avec un peu de sauce chili par-dessus, puis il en a mangé 37,5. J'ai vu un gars qui mangeait des cheeseburgers. Il en mangeait genre en 1 minute, je pense qu'il en mangeait 10, mais ça avait juste pas de sens. Il se rend ça, c'est manger. Il fait un moton, il le plie, il le prend dans sa main, il fait quasiment une boule, puis il se scrame ça. Mais c'est comme mais en même temps, j'ai un côté de moi qui est respecté. Ouais. Puis là, le deuxième dans le concours de Slopper, c'est encore une fois Joey Chestnut. Fait que tu vois, Joey, c'est un mangeur professionnel. Lui, il en a mangé 32,3 en 8 minutes. Et j'ai cherché un peu sur Joey Chestnut. C'est un gars qui fait un peu chier, on se dira. Parce que, premièrement, c'est un mangeur. Il est décrit comme un mangeur de compétition américain. En 2020, il s'est classé le premier mondialement. Il a été classé par la MLE, la Major League Eating, le premier au monde comme mangeur. Et ce gars-là mesure 6 pieds 2, pèse 231 livres, donc c'est un grand maigre. Alors, ça me fait suer de penser que lui, il mange ça régulièrement, puis il est grand, puis il est maigre. Ça n'a pas de bon sens parce que, tu sais, il y a les concours, mais il doit s'entraîner entre les concours, là, fait qu'il doit toujours manger full. Il y a sûrement une forme d'entraînement. Je n'ai pas cherché l'entraînement, mais il y a sûrement une forme d'entraînement. Puis en même temps, il doit avoir un naturel aussi. J'ai l'impression que c'est des gens qui doivent avoir un métabolisme fait. Il doit avoir quelque chose de naturel qui fait qu'ils digèrent rapidement, qu'ils digèrent vite. Fait que ce qui fait que souvent, il élimine vite. Donc, ça reste moins collé comme ça peut rester collé chez moi, mettons. Exemple, pour parler. Mais tu sais, ça c'est côté américain, mais j'ai quand même regardé au niveau du Québec, parce que quand même, on est au Québec. Donc, dans le coin de Montréal, il y a un restaurant qui est fermé maintenant, mais qui s'appelait le El Zazium, qui était vraiment... il y avait un défi qui s'appelait le burger, le monstre. Il y a beaucoup de burgers dans ces défis-là. Et c'était un burger avec 2 livres de poulet. Donc, un poulet entier, du bacon, de la guacamole, des tomates et du fromage. Et il fallait que tu manges ça. Et si tu réussis à le manger au complet, tu gagnais un T-shirt et ta photo pouvait être sur leur page Facebook. Wow. Et il y a un restaurant qui s'appelle Poutineville, le restaurant Poutineville, qui, eux, font une poutine de 15 livres, dans laquelle il y a 5 livres de frites, du poulet, du bacon, de la saucisse fumée, de la viande hachée, des oignons, des tomates, des champignons, du fromage mozzarella et du fromage en grains. Et tout ça pour gagner un T-shirt si tu réussis à passer au travers. Le T-shirt est très à l'honneur dans les concours. Oui, c'est pour la fierté, dans le fond. En fait, c'est une question d'honneur, je pense. C'est d'aller là, de dire ta photo est sur le mur, tu as gagné ton T-shirt, respect, man, tu as réussi à manger la grosse poutine. Et il y a le McCabe's Irish Pub à Montréal aussi. Eux, c'est 12 ailes de poulet. Toi et moi, on adore les wings. Ouais.
régulièrement, quand on va au restaurant, on fait comme, hey, on se prend des petites wings on the side. Et là, il y a un concours qui dit qu'il faut que tu manges 12 ailes de poulet en 30 minutes. Là, tu fais comme facile, mais c'est fait avec une sauce concoctée avec un des piments les plus forts au monde, qui, sur l'échelle de Scoville, que je vais te parler tantôt quand je vais reparler de ma bouffe épicée, qui est à 1 million. Donc, vous allez voir un peu, 1 million, c'est quand même assez haut sur l'échelle de Scoville. Et il faut les manger en 12 minutes. Et d'abord, il faut signer une décharge avant de faire le défi, parce que ça peut vraiment mettre ta vie en danger. Et tu gagnes, tu as le droit d'avoir ton nom sur le mur des célébrités et un T-shirt. Et moi, je vous encourage dans une scène de film que, si vous voulez aller voir ça, le film The Great Outdoors avec Jim Carrey, qui est un film, je pense, 88, si ma mémoire est bonne de ce que j'ai vu. Et dans ce film-là, John Candy, justement, arrive dans un resto texan aux États-Unis. Ils sont une grosse gang à la table. Et là, il s'informe, bon, c'est quoi ça? C'est une espèce de steak de 96 onces. Alors, on s'entend, quand on va au resto, on mange des steaks de 8 onces. Un peu plus, là, c'est un gros steak. Et lui, c'est 96. Et s'il mange tout le monde qui est à sa table a son repas gratuit. Et ce qui est très drôle dans cette scène de film-là, c'est qu'une fois qu'il a réussi et que c'est douloureux et que c'est ci et c'est ça, à la fin, tout le monde est content, il a fini. Et le chef lui dit non, il n'a pas terminé. Et il devait manger aussi la grosse couenne de gras qu'il n'avait pas mangé. Et il est obligé de se taper ça à la fin. Alors, allez voir ça. Ça donne un peu l'idée de comment tu peux te sentir quand tu sors d'un concours comme ça. Et en terminant ma chronique, Vanessa, je t'ai écrit mes 5 signes que tu as trop mangé dans la vie. Okay. Donc, très important quand tu as trop mangé. Alors, premier signe, quand tu regardes ta prochaine bouchée et que ta pensée, c'est « Eh, boboy », je pense que faut que tu penses à arrêter de manger. Quand, avant de prendre ta prochaine bouchée, tu te dis « Ouais, il faudrait peut-être que j'aille aux toilettes ». Ça aussi, c'est une autre bonne raison d'arrêter de manger. Quand tu entends ton estomac te dire « Hey, je suis élastique, mais j'ai une limite », c'est aussi une bonne raison. Et quand tu sens que tu as 2 croquettes qui vont se loger dans ta nuque parce que c'est à peu près la seule place qui reste pour mettre ta bouffe, c'est aussi un signe. Et mon dernier signe, que c'est le temps d'arrêter de manger, quand à chaque fois que tu mastiques, tu perds la vue. Je pense qu'il faut que tu dises que là, c'est le temps d'arrêter de manger. Alors Vanessa, la prochaine fois que ta mère va te dire « Finis ton assiette, il y a du monde qui ne mange pas », pense-y à 2 fois, tu vas peut-être perdre la vue. Hey, merci, Christian. Wow, crime, je suis partagée. Soit ça m'a donné faim ou ça m'écoeure complètement ta chronique. Je sais plus. Mais moi, j'ai une question pour toi. Oui. Si on voulait que tu fasses ce genre de concours-là, OK? Ça serait quoi l'aliment que tu penses que tu pourrais manger le plus en le moins de temps, mettons? Écoute, moi, je pense que j'ai je disais les concours de hot dog tantôt, mais j'avoue qu'un petit hot dog sur le barbecue l'été, je peux quand même en manger plusieurs. Fait que je me dirais probablement un petit hot dog là, qu'on fait cuire sur le barbecue un peu sec, là, pas trop. Ça râpe le palais, là, c'est dangereux. Ouais, mais j'aime ça. Tu mets plus de ketchup. Mais là, dans le fond, il n'y a pas de ketchup. Mais probablement un genre de concours de hot dog. Ou du popcorn. J'adore le popcorn. Ça, je peux en manger en masse. Ah, c'est Toi, bon. Ça ressemblerait à quoi? Moi aussi, je pense que ça serait plus genre hot dog, peut-être hot dog vapeur pour ma part. De 1, j'aime mieux ça. De 2, ça se mange mieux, il me semble, que le j'allais petit hot dog rôti. J'allais dire ça glisse mieux. Crime. Oui. Je sais pas, je serais game de le tremper dans l'orangeade, là, comme on voit d'un concours. Mais ça, je pense que je pourrais quand même. Ouais. Ou peut-être des pâtes. Mais il me semble, des pâtes. Parce que des pâtes, on dirait que tu peux en manger beaucoup avant de te rendre compte que tu en as trop mangé. L'importance de connaître ces signes de satiété. Hey, des chips, peut-être. Des chips. Il y a donc bien des affaires qu'on mangerait en masse, nous autres. Nous autres, on n'est pas une référence. Bon, mais là, on s'est donné faim, mais peut-être que moi, je vais vous couper l'appétit. Parce que c'est à mon tour de présenter ma chronique imposée. Tu m'as demandé de parler de traditions alimentaires un peu weird dans le monde entier. Je suis peut-être pas allée nécessairement dans la tradition, mettons, au Japon, il faut s'asseoir à terre pour manger. Là. Je suis vraiment allée plus chercher des plats particuliers dans différents pays du monde, des plats qui m'ont marqué dans ma lecture. Donc, on va commencer tout de suite. C'est un peu ça que j'avais en tête. Quand je t'ai donné cette idée-là, j'avais un peu en tête ce genre de plat-là. Te connaissant, je savais que c'est plus ça qui allait t'intéresser. Donc, la première chose que je vais te parler, c'est un plat qui vient de la Suède. Ça s'appelle le surströmming.
J'ai un peu de bizarre à le dire, fait que je l'ai mis sur l'ordi, je vais te le faire entendre. Surströmming. OK, c'est bon. Le surströmming. Donc, pour les besoins de la chronique, je vais enlever mon accent suédois et je vais dire le surströmming le mieux possible, OK? Ou essayer de moins le dire. J'adore ton accent suédois. Donc, qu'est-ce que le surströmming? C'est du hareng fermenté avec du sel, juste assez de sel pour ne pas que ça pourrisse. Donc, il y a quand même une marge entre la pourriture et la fermentation. Il est conservé avec le sel, en fait. Il est conservé avec du sel, mais dans son jus et pendant très longtemps. Et c'est du hareng qu'on va aller pêcher dans la mer Baltique et qu'on va utiliser pour faire ça. Et c'est ce qui est spécial avec ça, c'est que c'est fermenté en conserve. Donc, quand on met le hareng dans une conserve avec ben du sel, on le laisse fermenter dans un endroit chaud et au fur et à mesure que les semaines avancent, la canne va bomber parce que la fermentation se produit à l'intérieur de la canne. Est-ce qu'il y a déjà des cannes qui ont explosé? Est-ce qu'il en parle s'il y a eu explosion des cannes? J'ai pas lu rien sur l'explosion des cannes, mais sûrement que c'est déjà arrivé, mais c'est quand même un art là, OK, de faire du surströmming. Donc, il y a même certains puristes de ce plat-là qui vont dire que le meilleur surströmming, c'est celui qui a vieilli au moins 1 an. Dégueulasse. Et tantôt, tu as bien dit vieilli à la chaleur. C'est ce que tu as dit. Hein? Bien, à la chaleur, c'est-à-dire que ça va être conservé dans un endroit, pas dans le frigidaire. Là. Ouais. Okay? Pas nécessairement au gros soleil, là, mais... En tout cas, un endroit à température pièce, peut-être. Oui, température pièce, okay. Exactement. Donc, c'est un plat qui se mange, oui. J'espère. Avec du pain, des tranches de patates et des oignons hachés, et on l'accompagnerait d'un grand verre de lait, de bière ou de schnapps. Et ça, depuis 1978, en Suède, il y a le festival du surströmming. Et dans ce festival-là, évidemment, on en mange à notre satisfaction. Et ce qui est de particulier avec ça, c'est que ça sent très, très mauvais. C'est même reconnu comme une des pires odeurs au monde quand on ouvre la canne, OK? Et tellement que c'est devenu un challenge sur Internet. Il y a des gens, des YouTubers qui se donnent comme défi de goûter à ça. J'aurais vraiment aimé ça nous en apporter, Christian, mais tu douteras que j'en ai pas trouvé à l'épicerie du coin. Faut commander ça genre sur Amazon ou en ligne ou peu importe. Mais je voulais quand même que tu écoutes des gens qui ouvrent une canne la réaction de surströmming, OK? On écoute ça ensemble. I don't... Oh, God. Okay, no. I'm not... Oh, God, no! Et je pense que j'ai déjà vu ça, ces extraits-là. Je me demande si en faisant mes recherches sur ma chronique de gros mangeurs, je ne suis pas tombé sur des vidéos de ça où j'ai cru voir quelque chose comme ça. Donc, moi, j'en ai pas mangé, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos de gens qui l'ont fait et qui commentaient. Et j'ai noté les odeurs que les gens ont dit que ça sentait. Donc, le poisson pourri, évidemment, la poubelle, la couche de bébé, okay. Les égouts, d'accord. La viande faisandée, les œufs pourris. On est dans les œufs. On revient dans les œufs. On revient dans les œufs, donc tu te douteras que ça ne doit pas être très bon. Et toutes les personnes que j'ai vues en manger, en tout cas, avaient l'air de trouver ça complètement dégueulasse. Et ça m'a vraiment levé le cœur. C'est comme des filaments de poisson où on voit encore la peau, mais c'est comme blanchâtre. Là. Ça ressemble d'une... Oh non, c'est vraiment dégueu. C'est vraiment gluant. Ça doit faire comme une croûte, même pas une croûte. Non, c'est très gluant. C'est gluant. Oui, mais c'est dans le sel, mais ça dégage du jus, ça, là, quand ça fermente. Oui, là. Mais là, ça veut dire qu'eux autres, ils en mangent. Là, c'est en Suède. Hein, tu m'as dit. Donc ça veut dire qu'eux autres, ils mangent ça comme un plat traditionnel. Comme un plat traditionnel, je pense pas qu'ils mangent ça tous les jours, là, mais ça viendrait de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, où on avait de la misère à conserver les aliments et où le cannage commençait à être utilisé. Donc, on a décidé de canner ça avec du sel, puis ça a donné le surströmming. J'imagine peut-être que comme d'autres choses, ou comme, mettons, les fromages, souvent, probablement quand tu y goûtes, ça goûte pas ce que ça sent nécessairement. L'odeur est désagréable, mais peut-être que c'est pas, quand tu le manges, c'est peut-être pas, ça goûte pas ce que ça sent. En fait. Dans une des vidéos que j'ai regardées, il y a effectivement une fille qui disait ça, que ça goûtait meilleur que ça sentait. C'est-à-dire que
ça goûtait peut-être un tiers de l'odeur que ça On est dégageait. rendu qu'on compte les odeurs et le goût entier. En fraction. Mais écoute, je me souviens, ça m'a marqué quand même. C'est la seule qui avait l'air de quand même tolérer le goût dans toutes les vidéos que j'ai regardées. Et je tiens à dire que plus ta chronique a avancé sur le Surströmming, ton accent suédois était meilleur. Ça s'améliore. Ben, hein? moi, je trouve Surströmming. qu'il y a quelque chose. On tient quelque chose. Surströmming. Bon, maintenant, je vais te parler d'un autre plat. On s'en va en Asie du Sud-Est. Je te parle de la soupe au nid d'oiseau. Bon, là, ça a l'air pas si pire, dis de même. La soupe au quoi, t'as dit? Au nid d'oiseau. Au nid d'oiseau. Au nid d'oiseau. Oui! Bon, là, nous autres, on s'imagine un nid d'oiseau comme on voit ici, hein, avec des petites branchailles et tout ça. Ouais, non. Mais non. On parle plutôt du nid d'oiseau du martinet. Et le martinet crée son nid en faisant des sécrétions avec sa bouche. Et là, ça sèche et ça fait comme un petit nid blanc qui ressemble en fait à une galette de riz. Et les gens trouvent ça dans la nature et c'est un plat très, très prisé, là. Et ça aurait d'excellentes vertus pour la santé et c'est servi dans des grands restaurants 5 étoiles. Donc, on met ça sur une espèce de bouillon, puis là, ça flotte, puis ça se défait comme en genre de flocon, puis on mange le mucus d'oiseau. De la bave d'oiseau. On mange de la bave d'oiseau. OK. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme blanc, mais il y a comme des petits filaments jaunes au travers. Là. Ça a l'air très, très particulier. Et c'est très rare, en fait. Et c'est ce qui fait un peu l'exclusivité de ce plat-là et qui le rend tellement populaire, c'est que c'est quand même très, très rare. Ça arrive souvent dans ce genre de choses-là que justement, c'est des choses qui sont rares, qu'on trouve moins ou qui se trouvent en nature, mais dans des contextes très, très particuliers. Comme exemple, là, c'est vraiment le nid d'un oiseau bien, bien précis. Donc, j'imagine que souvent, c'est ça qui va créer la rareté, puis le fait que c'est prisé et ça devient un mets un peu plus... je dirais pas, je ne veux pas dire Spécial, dispendieux, mais spécial. ouais. Pas dispendieux nécessairement, mais tu sais, c'est ça. Un mets plus c'est sa fancy. rareté, ouais, C'est la rareté qui fait tout le ça. fançage. Parce que souvent, les plats rares, c'est la royauté ou les gens très riches qui vont en manger. Fait que c'est un peu cet effet-là. On reste en Asie du Sud-Est. Je te présente cette fois la soupe de tortue. La soupe de tortue qui va être mangée, oui, en Asie du Sud-Est, mais aussi beaucoup en Angleterre. Au Royaume-Uni et même aux États-Unis, ça aurait été ramené du Royaume-Uni. C'est vraiment ce que tu penses que c'est. C'est des tortues cuites dans un bouillon avec la carapace, tout le kit, comme on fait avec un poulet, finalement. Puis après ça, tu enlèves la carapace, tu défais la viande des pattes, du cou, la tête et tout. La tête, oui. Puis tu remets ça dans ton bouillon, puis tu le refais cuire, puis tu manges de la tortue. La tortue se mange, oui. Ça, on sait qu'il y a des places qui se mangeaient, mais j'avais peur que tu me dises qu'on mangeait aussi la carapace, qui doit être dure. Non, parce que c'est comme un os, la carapace. Ça doit être vraiment dur. Mais on le fait quand même cuire. Tu sais, c'était spécial, les images, là, de voir brasser ça avec la petite carapace de tortue qui remonte sur le dessus. Moi, perso, ça m'a pas donné le goût d'en manger. Mais tu l'as dit tantôt, nous, on fait la même chose, mais avec un poulet. Alors, tu sais, c'est ça. Nous, notre tradition, c'est qu'on met un poulet, puis c'est la même affaire. Avec l'os, avec tout, avec ce qu'il y a. C'est la même chose. On pourrait se dire, c'est dégueu, une soupe au poulet. Il y a peut-être des gens, quelque part, qui se disent c'est dégueulasse. Eux autres, ils mettent des poulets dans le bouillon. C'est ça. Sûrement tous les végétaliens, en fait, on les salue. Ils sont peut-être partis depuis le début de la chronique. Ensuite, c'est parce que la soupe de tortue était tellement populaire qu'on a créé une version un peu moins prisée, si on veut, de cette soupe-là qu'on appelle la soupe à la fausse tortue ou la mock turtle soup en anglais. Et on a remplacé la viande de tortue par des abats de veau, donc de la cervelle, des bouts du pied, des bouts de la tête pour reproduire la texture et la saveur de la viande de tortue. Donc? Moi, c'est plus dégueu. Donc, tu es en train de me dire que la tortue goûte le petit veau. C'est ce que je conclus, moi aussi. D'accord. Là. Fait qu'il y a peut-être un petit goût de ragoût. Là, mais, tu sais, il faut mettre un bout de pied, un bout de je sais pas quoi. De tête, de cervelle, de pied. Oui, il y a comme plein de choses différentes du petit veau. D'entrailles, là, c'est comme toutes les... Les abats, de la cervelle, un bout de pied. OK. C'est pas facile, hein, quand même, d'aller jusqu'au bout de cette chronique-là. Le prochain plat, c'est probablement celui qui me le plus levé le cœur, je pense, de toutes. OK? Moi, je trouve que tu étais bien parti à date, mais bon, vas-y. Mais tu sais, Christian, que moi, j'ai une phobie des insectes. Oui. Vraiment, là. Tu as déjà été témoin même de crise. Crise d'hystérie à n'en plus finir. En présence d'insectes. C'est pas drôle, là. Je devrais quasiment consulter là, pour ça. Donc, quand j'ai lu à propos des escamoles... Les escamoles? Ça m'a un peu troublée.
En fait, c'est un plat du Mexique. Et les escamoles, on appelle ça en fait le caviar mexicain. C'est composé de larves de fourmis. Des larves de fourmis. Des larves de fourmis. Ça doit être petit. C'est assez petit, dans le fond. Ça ressemble à du caviar de poisson. OK. Tu sais, des petits œufs de poisson. En fait, c'est un petit peu plus gros. Là. Ça Ouais. ressemble plus à du riz, je te dirais. Je comparerais plus avec du riz. Et c'est blanc. Et c'est très difficile à aller chercher ça aussi. Donc, c'est J'en doute pas. un peu l'attrait de tout ça. C'est servi quand même dans des restaurants mexicains, encore actuellement de nos jours, les escamoles. Et même que c'est reconnu comme étant un plat super délicat, que des grands chefs cuisinent dans la cuisine traditionnelle mexicaine. Et j'ai regardé un reportage, excuse-moi, sur comment on allait cueillir les escamoles. Et c'est souvent dans des endroits très arides, là où pousse l'agave, entre autres, où ce genre de fourmis-là créent des nids qui vont s'accrocher aux racines des plantes. OK. Donc, on va prendre une petite bêche, là, puis on va enlever des bouts de terre. On va aller chercher le nid. Et là, il y a plein de fourmis. Puis c'est des fourmis qui piquent, là. C'est des fourmis qui font mal. Donc, on va essayer de les enlever assez rapidement. On va passer ça en dessous de l'eau. Et c'est comme toutes des petites alvéoles. Et dans les alvéoles, il y a les œufs de fourmis qu'on va manger. Paraît-il que ça goûte le beurre. Il y a un goût très crémeux dans OK. les escamoles. Et que les petits œufs popent en bouche, un peu comme du tapioca. Ah! Et qu'à l'intérieur, on aurait une espèce de liquide avec des petits bouts pâteux. OK. Pour vrai, c'est dégueu. Ça m'écoeure. Mais quand j'ai regardé le documentaire, puis à la fin, il y avait une grande chef mexicaine qui les cuisinait, puis ça avait quasiment l'air bon. Elle mettait full beurre, elle mettait de la coriandre, des oignons, puis elle faisait revenir ça, là. Puis ça avait quasiment l'air bon. C'était sur une chip avec de la guacamole. Ben là, mais tu l'as dit tantôt, tu as parlé de caviar, parce que c'était comme le KMC, c'était un peu du caviar au niveau de la tradition mexicaine, mais le caviar, c'est pas mieux, c'est des œufs de poisson. Ben non, c'est ça. Mais on n'en fait pas tout un plat, puis les gens en mangent, puis c'est très, écoute, ça vaut cher et c'est très prisé. Ben oui, quand on mange des sushis, souvent il y en a, Oui, on il y en en a. mange. Fait que puis il y en a, on- effectivement. On n'en fait pas tout un plat. Fait que, tu sais, dans le fond, pourquoi pas? Ben, c'est parce qu'on le regarde avec nos regards traditionnels nord-américains, encore une fois. C'est ça qui fait que ça nous heurte un peu, peut-être. Ben moi, c'est venu me chercher parce que j'ai peur des insectes, je pense. Parce que sinon, peut-être, mais pour vrai, là, je serais game d'en manger. Si j'avais été là pendant le documentaire, là, j'aurais goûté. Toi, t'aurais-tu goûté? Ben, probablement. Tu sais, parce qu'en plus, tu dis tantôt, c'est apprêté, elle met bien du beurre, de la coriandre, puis des affaires. Fait que, tu sais, c'est quand même une recette. C'est peut-être pas... tu sais, je suis pas sûr que si j'avais pris la petite bêche, j'avais enlevé les fourmis qui piquent, puis j'avais juste pris une croquée dans le nid, là, je suis pas sûr. Mais si tu me dis, on les apprête dans du beurre avec un peu d'assaisonnement, ben je me dis probablement que tu y goûtes, là. Ben, c'est ça. Tu sais, C'est tout petit, tu dois pas t'en rendre compte. J'y goûterais, je serais game. Ouais. Mais toi, c'est quoi l'affaire la plus weird, mettons, que t'as jamais mangé de ta vie? Ben moi, je suis pas un mangeur. Moi, je suis pas un gros mangeur weird. En fait, je suis un peu difficile dans la vie. Fait que je suis pas très essayeux. Je suis plus dans le traditionnel. Ah Ouais, je suis plus dans le traditionnel. Puis tu sais, on dit souvent que la bouffe, faut que d'abord tu manges avec les yeux. Fait que moi, quand ça a une apparence un peu dégueu, habituellement, je suis pas très. Oh, je vais en manger. Oh, je vais en manger. Je suis pas sûr. Ouais. Mais tu sais, genre des huîtres. Je n'ai pas parlé tantôt les concours, mais il y a beaucoup de concours d'huîtres. Mais tu sais, des huîtres. Ouais. J'ai jamais réussi à, même si les gens disent c'est très bon et tout ça, mais on dirait que juste l'avoir, ça me donne vraiment pas le goût d'y goûter. Je comprends. Mais moi, je suis vraiment essayeuse, par exemple. Tu vois, j'en ai jamais mangé d'huître, mais j'y goûterais, là, c'est sûr. Tu m'amenais une huître aujourd'hui, j'y goûterais. Bon, là, ça serait un peu bizarre, là, parce qu'elle serait de même sûrement pas très fraîche. Tiens, Vanessa, j'ai une huître. Mais si on m'amenait au restaurant pour manger des huîtres, j'y goûterais, là, pas de problème. Je suis quand même goûteuse, mais tu sais, c'est ça. Faudrait pas trop que... Je sais pas, mais comme les œufs de fourmis, il faudrait pas trop que j'y pense. Ouais, ben, moi, je suis pas très goûteux personnellement par moi-même. Mais si je vais chez vous et tu me dis, hey, je t'ai cuisiné ça avec des œufs de fourmis, ben, je vais en manger probablement par politesse. Alors, je vais essayer par politesse. T'es très poli. Moi, j'ai essayé de réfléchir à l'affaire la plus weird que j'ai mangée dans ma vie, puis j'ai pas, j'ai pas vraiment trouvé, là, parce que là, quand même, on est assez classique. Là, oui, ici moi, au je vais Québec, être très là, classique. On n'est pas tellement révolutionnaire, mais j'ai repensé à une anecdote, par contre.
Moi, j'ai déjà passé un été dans l'Ouest canadien, comme à peu près chaque Québécois quand ils ont 18 ans. Là. Et je travaillais dans un hôtel et dans cet hôtel, il y avait beaucoup de travailleurs coréens aussi. Et je m'étais fait une amie coréenne avec qui j'ai habité d'ailleurs. On partageait la même chambre. Elle s'appelle Soubin. Je la salue, elle m'écoute sûrement pas. Elle est retournée en Corée depuis. Soubin. Mais elle était vraiment très, très sweet, très, très gentille. Et un jour, elle m'a dit, je vais te préparer à souper, Vanessa, ce soir, quelque chose de typiquement coréen. Donc, moi, je trouve ça merveilleux. Je me dis, parfait. Et je suis toute énervée. Fait que là, je m'installe. Elle me dit, c'est du poulet. J'ai dit, parfait. Donc, je vois, c'est effectivement, ça a l'air de du poulet. Et sur le dessus, il y a une grosse couche d'une affaire rouge que je sais pas c'est quoi. Puis là, elle me regarde. Puis elle me sert ça avec un grand sourire, un verre de lait puis une tranche de pain. Puis elle me regarde. Fait que, tu sais... Elle avait un plan derrière la tête. Je m'en doutais un peu de ce qui allait se passer. Parce qu'elle ne dit pas vraiment c'est quoi. Ben, tu sais, elle m'explique un peu, elle me dit le nom de la recette, mais c'est un nom coréen. Là. Écoute, je pourrais pas le renommer. Puis je le sais qu'eux autres, toute la gang des Coréens, ils cuisinaient souvent ensemble, puis je les voyais souvent manger ça, cette affaire rouge-là, mais je savais pas c'était quoi. Fait que je prends ma première bouchée et c'était tellement piquant. Là. C'était de la pâte de piment, mais je me rappelle pas du nom du piment. Puis elle, là, elle a rajouté 3 grosses cuillères de cette pâte-là dans son assiette à elle. Eux autres, là, ils mangeaient ça tous les jours, cette pâte de piment-là. Écoute, il y en avait un gros bac là, dans la chambre. Là, puis ils mangeaient ça tout le temps. Dans ma chronique tantôt, je vais en parler, mais effectivement, dans les pays, la Corée, la Thaïlande, en Inde, ils mangent très épicé. Voilà. Et juste pour terminer rapidement mon anecdote, on est devenus très, très proches. On a passé l'été ensemble, puis elle m'a dit, j'aimerais ça un jour que tu viennes en Corée. En Corée du Sud, évidemment. Et elle dit, si tu viens en Corée, je vais cuisiner pour toi. Et là, tu vas en manger. Puis là, tu vas dire, ah, c'est tellement bon, Soubin, c'est quoi? Puis là, je vais te regarder puis je vais dire, c'est du chien. Parce qu'en Corée, c'est ça. Eux, ils cuisinent le chien. Donc, j'ai appris ça cette journée-là. Je suis jamais allée en Corée, finalement, mais j'ai encore contact avec elle. Je pense que si un jour j'ai envie d'y aller, je pourrais arranger ça. Puis, mais je serais game. Puis si elle me disait, je t'ai cuisiné du chien, puis nous autres, on en mange ici à tous les semaines, j'y goûterais, c'est sûr. Ben, puis tu sais, je veux dire, c'est comme je disais tantôt, hein, si c'est cuisiné, si c'est apprêté d'une certaine façon et non pas dire je te donne prendre une slice de chien, là, ben, c'est ça. Fait que c'est apprêté, puis ça demeure de la viande. Oui, puis tu sais, évidemment, si c'est fait sans grande cruauté animale aussi, là, on a quand même une pensée là, pour ça. Là. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que je t'ai un peu lancé sur le sujet des affaires piquantes avec ma pâte de piment. Fait que je te laisse nous faire découvrir ce que tu as préparé pour nous. Ben oui, alors tu m'as donné ce beau défi-là de te parler des aliments des plus épicés. Et je trouvais vraiment que c'était un beau défi parce que je me suis amusé, dans le fond, à trouver des aliments épicés. Mais d'abord, je dois te parler, avant de parler d'épicés, je dois quand même te parler de l'échelle de Scoville. Parce que c'est une chose qu'on va parler, que je vais parler quand même régulièrement. Donc, l'échelle de Scoville, ça a été inventé en 1912 par le pharmacologue Wilbur Scoville. Et c'est l'échelle qui mesure, en fait, la force des aliments au niveau du piquant. Comme l'échelle de Richter. Comme l'échelle de Richter. Et ça provoque... d'après moi, tu pourrais provoquer des tremblements de terre avec certaines affaires. Et donc, c'est vraiment une échelle qui mesure la force des piments ou des aliments ou des choses qui sont plus piquantes. Et dans ce que j'ai découvert aussi, c'est que c'est la capsaïcine qui est la molécule, dans le fond, une des molécules qui est responsable de la force des piments. Donc, plus c'est concentré en capsaïcine, plus c'est fort, moins il y en a, moins c'est fort. Et la façon dont il a établi son échelle de Scoville, en fait, c'est qu'il a pris différentes sortes de piments, il a fait des purées avec, et il a mélangé ça avec de l'eau sucrée. Il a pris des personnes à qui il a fait goûter, donc 5 personnes qui goûtaient l'espèce de pâte diluée que ça donnait. Okay. Et au fur et à mesure qu'ils goûtaient, est-ce qu'on sent le piquant? Oui. Alors, il rediluait encore et là, on regoute. Et c'est vraiment le niveau de dilution qui faisait en sorte de, sur son échelle, c'était quoi? Donc, par exemple, un piment qui est très doux, qui n'a pas de sensation de brûlure, bien, sur l'échelle de Scoville, il y a 0. Exemple, les poivrons verts, les poivrons rouges, oranges, jaunes qu'on achète à l'épicerie, qui n'ont pas vraiment de piquant, bien ça, c'est des aliments qui ont 0. Si on va à l'inverse, un piment qui aura une cote de 300 000 sur l'échelle de Scoville, donc lui, ça veut dire qu'avant de ne plus goûter le piquant de la capsaïcine, il a fallu qu'il la dilue 300 000 fois. Donc, c'est avec ça, c'est un peu de cette façon-là qu'il a déterminé son échelle. C'est une échelle qui est un peu... qui est quand même subjective parce que ça fait quand même, tu sais, il y a des gens qui la remettent un peu en question parce que ça demeure que c'est des gens qui ont goûté, donc ça demeure quand même un peu subjectif. Mais
C'est quand même intéressant. C'est comme de l'homéopathie de piment. C'est comme de l'homéopathie de piment. Ouais, j'aime ça. On peut dire ça de même. Mais c'est vrai que quand c'est des gens qui goûtent, il y a toujours un côté subjectif. Mais quand même, c'est intéressant. Puis c'est quoi le maximum sur cette échelle-là? Attends, j'y arrive. Okay. Imagine-toi donc que l'échelle, j'y arrive tout de suite. Dans le fond, c'est que tu as des piments. Majoritairement, il y a des piments sur cette échelle-là, mais il y a aussi des composés chimiques qui vont provoquer aussi des sensations de brûlure. Donc, le plus bas, on s'entend, c'est 0. Le premier niveau, c'est 0,100. Et 0,100, c'est le poivron régulier qu'on connaît. Et le niveau le plus élevé, c'est 16 milliards. Donc, tu vois que c'est une échelle... Mon Dieu! Qui est quand même assez imposante. Et le produit qui est à 16 milliards, dans le fond, c'est un composé chimique qui s'appelle la les ferratoxines, donc résiniferratoxine. Et c'est un composé chimique qui produit une puissante sensation d'irritation suivie d'une désensibilisation et un effet analgésique. Okay. Donc, quand tu manges du piment, des fois, tu as l'impression que tu sens plus ta langue quand c'est trop fort, t'engourdis un peu. Imagine à 16 milliards. Donc, tu vois que c'est un peu précis comme échelle. Moi, j'ai dit ça, du 0,16 milliards. Je trouve que c'est assez précis. C'est comme si je te disais, « Hey, Vanessa, je vais aller te chercher pour souper ce soir. M'a passé entre 17h30 puis janvier 2075. » Il y a comme un genre de gap entre les deux où tu te dis vraiment, c'est quelque chose. Bon exemple. Et pour te donner une idée, le piment jalapeno qu'on connaît, donc lui, ça se situe en 2500 et 8000 sur l'échelle de Scoville. Le piment habanero, qui lui aussi, on le connaît, donc 150 000 à 325 000. Et le piment le plus fort, depuis 2017, le piment Pepper Hicks, c'est le piment qui a été recensé comme le plus fort au monde au niveau des piments. Et lui, il est à 3 180 000 sur l'échelle de Scoville. Ah ben, quand même, hein? Et oui, et il y a quand même une échelle de Scoville aussi qu'on peut, qui est comme simplifiée, là, parce que, écoute, c'est énorme. Là, si vous allez voir l'échelle de Scoville, il y en a à plus savoir quoi en faire. De 0 à 16 milliards, on s'entend, il y a beaucoup de valeurs, mais il y a quand même une échelle simplifiée qui est en 10 catégories. La catégorie 0, le 0 étant le poivron et le 10 étant le piment habanero. Ça, on peut en trouver. D'ailleurs, j'en ai trouvé. Et tantôt, j'en ai apporté. On va y goûter. C'est ça qui est dans le sac. Oui, c'est ça qui est dans mon petit sac. Et sur cette échelle-là, dans le fond, sur les niveaux les niveaux de piment, alors on parle de neutre, doux, chaleureux, relevé, chaud, fort, ardent, brûlant, torride, volcanique et explosif. Donc, le habanero, c'est un piment explosif. Oh mon Dieu, c'est ça qu'on va manger? Et c'est ça qu'on va manger. Puis je pense qu'on va y goûter tout de suite. Pendant que je continue ma chronique, j'ai apporté, Vanessa, pour nous, j'ai fait ça dans les règles de l'art. Je nous ai préparé deux petits ziplocs et tout. Et je nous ai préparé afin de respecter nos normes. Et j'ai un petit bout. Et pour vous donner une idée, en fait, j'ai un piment habanero. Et Vanessa, au moment où on se parle, est en train de remplir son verre d'eau parce qu'elle a dit « Oh, je ne suis pas sûr que je veux goûter à ça et ne pas avoir d'eau proche. » Ben là, mon verre d'eau était vide, là, ça me stressait. Puis il faut savoir aussi que moi, j'ai une certaine intolérance au poivron. Oui, ben je t'avais apporté un poivron rouge parce que je sais que tu as une intolérance au poivron plus vert. Et le habanero que j'ai, il est vert. Ouais. Donc, j'avais amené un rouge, mais tu m'as dit tantôt avant, on va y aller, j'essaye. C'est pas un gros morceau. Ben, que je ferais pas pour la science. Le spestac. Et dans le fond, pour vous dire, j'avais coupé à peu près un morceau gros comme peut-être un 5 sous que j'ai séparé en deux. Et Vanessa et moi, on va à l'instant même faire un chin de distanciation. Attends, mais là, est-ce qu'on le croque ou on le met tout dans notre bouche? Ben moi, je pense qu'il faut le croquer un peu puis il faut l'avaler. Ben, tu le prends, tu le mâchouilles un peu. Ça, ce morceau-là, on le mange tout au complet, one shot? Ouais, okay. Je pense. C'est beau. On y va? Allez, santé. On est parti? Ben à date, non, ça va. À date, ça va quand même. C'est pas tant piquant. Ben pas tant. C'est supposé. Je suis comme déçu. C'est comme moi si je pensais vraiment qu'on allait vivre quelque chose. À moins que ce soit plus tard. Plus tard. Peut-être qu'on n'a pas assez mangé. Peut-être qu'il n'est pas assez mûr. Je sais pas. Il est comme pâle. Ben, je sais pas. Mais c'est vraiment. En fait, souvent, ils disent que c'est les graines et le blanc à l'intérieur du piment. C'est souvent ça qu'il y a la capsaïcine. Elle est dans ça. Fait que c'est ça. Là, on a... Ben écoute, à date, ça va bien. C'est une petite chaleur que très je sens. doux. Mais doux. Ben, écoute, on essaie-tu le rouge? Ben, on peut.
Le rouge est un piment Thai hot, Thai chai ou Thai hot. Donc, mais si je me rappelle bien de ce que j'ai vu sur mon échelle de Scoville, il serait théoriquement un peu moins fort que le piment habanero. Je vais le couper. Coupe-le, lave-le, coupe-le. On y va. On vit ça, là. Et on vit ça en direct avec vous autres, tout le monde. On est de même, nous autres, à Discussion Naïve. On essaye vraiment des affaires. On est vraiment... on veut expérimenter. On veut vous présenter des choses. On veut vous faire vivre à distance des sensations que nous, on vit présentement, actuellement. Alors, c'est ça qu'on veut. C'est ça que c'est. Des discussions naïves. Et là, après ça, je vais te parler de... Tu vois, je sens quand même un petit piquant encore sur la langue, là, présentement, de mon piment habanero. Pas tant, un peu. Un peu, je sens un peu. Bon, et le petit ici qui s'appelle Thai Hot. Alors, celui-là, il y a des pépins dedans. Alors, les pépins sont souvent un peu plus piquants. Donc, peut-être qu'il sera plus. On y va avec ça. Oh mon Dieu! Oh! Ah! Pourquoi? Vanessa, pourquoi nous as-tu fait ça? Oh mon Dieu! Ah! Oh mon Dieu! Hey, t'es toute rouge. Je suis toute rouge aussi. Oui, je pense qu'on vient de monter le niveau. Ah mon Dieu, je sais pas si ça va être bon de finir ma chronique et je goûte plus rien. Hey, puis c'est un mini morceau. Hein. Eh oui, c'était vraiment pas gros. Hey, c'était fort ça. On va du pain parce que... Oui, j'ai amené aussi du pain. D'ailleurs, je vais en prendre un petit bout parce que je pense que le pain coupe le feu que tu me disais tantôt. On dirait que ça me brûle tout le long, genre de ma trachée. Jusque dans mon estomac. On vous mange un peu dans les oreilles, mais... Ouh! Ben moi, je vous dirais que le piquant est surtout dans ma bouche présentement. Je ne sens pas nécessairement plus loin que là. Mais je vais continuer ma chronique. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ouais, OK. Oh mon Dieu. C'est quelque chose. Et maintenant, tu m'avais parlé aussi des plats les plus épicés. Alors, j'ai répertorié quand même quelques plats épicés. Vous ne nous voyez pas en studio, On mais a chaud. pas sûr que c'était une bonne idée de goûter à ça là. Donc, les plats les plus épicés. Les plats les plus épicés du monde, en fait, c'est pas exhaustif là, comme liste, mais j'en ai répertorié quelques-uns. Donc, il y a la soupe Tom Yum, qui est une soupe thaïlandaise, et c'est fait avec des piments d'oiseau. Donc, le piment d'oiseau, lui, est entre 100 000 et 225 000 sur l'échelle de Scoville. Et là, nous, ce qu'on vient de prendre, si ma mémoire est bonne, on est autour de ça. Là. On est autour quasiment du 300 000. Il y a aussi un plat qui s'appelle Vindaloo, qui vient de l'Inde, qui est une espèce de consommé avec du poisson, de la viande, des légumes. Et dans celui-là, il y a du piment cashmere. Et dans la version originale, c'est donc le piment cashmere, qui lui est plus à 2 ou 3 000 sur l'échelle de Scoville. Ou sinon, il y a une version extrême avec du piment Ghost Pepper, qui lui est à 850 000 et qui peut aller jusqu'à 1 041 000. Là, je pleure en plus. Mais je pleure pas de tristesse, je pleure de feu. Moi, je sens plus la moitié de ma langue. Je sais pas si c'est normal. Quelle idée! Quelle idée de chronique! Et un autre plat aussi en Corée, on a parlé de la Corée tantôt, donc le kimchi jjigae, j'imagine que c'est comme ça que ça se dit, qui est un ragoût de porc et de fruits de mer mijotés longtemps avec du kimchi, qui est un chou coréen. Oui, fermenté, oui, c'est très bon, ça, oui. Et ce qu'on dit du kimchi jjigae, c'est que ça te protégera de tous les maux et du froid, mais te fera passer la nuit à la toilette. Donc, c'est ce qu'on dit. Donc, choisis ton combat. Est-ce que tu veux avoir des mots dans le sens des mots des bobos, là, M-A-U-X? Il y a le curry Fahal, qui est un curry qui est anglo-indien, qui est fait avec du piment scotch bonnet ou du habanero, donc 150 000 à 325 000. Et celui-ci, je pense que la première partie, ça nous concerne présentement, suscite des sueurs chaudes et une sensation de mourir chez le consommateur. Ben, maintenant que t'en parles, je me demandais pas si j'allais pas mourir. Alors, pendant ta chronique. C'est un peu ça. Et il y a le papa à la Yuan Caina. Je ne vois plus clair. À la Yuan Caina, qui est du Pérou. Et c'est des patates de style huancayo accompagnées d'œufs durs et de sauce au fromage. Et il faut faire attention à la sauce au fromage qui est faite avec du piment aïe jaune et du habanero en quantité suffisante pour vous décaper l'intérieur de la bouche. Ouf!
Alors, écoute, et là, je me suis questionné sur pourquoi on mange épicé dans la vie. Hein? C'est la question qu'on se pose depuis à peu près 5 minutes. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? Et je te dirais que j'ai trouvé, encore une fois, dans un article du sélection du Reader's Digest que tu as affectueusement appelé la semaine dernière le Toilette Hebdo. Oui. Et le piment fort protégerait la muqueuse de l'estomac et pourrait prévenir les lésions gastriques, contrairement à ce qu'on pense que ça pourrait faire mal à l'estomac. Et il est riche en calcium et en vitamines A et C. Et manger épicé, ça diminuerait les risques de souffrir de maladies cardio-respiratoires et de cancer. Ça pourrait prévenir le diabète. La capsaïcine pourrait détruire aussi certaines cellules cancéreuses du poumon et du pancréas. Là, on s'entend. Si vous avez ça dans la vie, faites votre chimiothérapie, là, mangez pas de la capsaïcine, c'est important. Parce que c'est important de faire sa chimio. C'est important. En Australie, on dirait que manger pimenté, ça diminuerait aussi le cholestérol. Et la chose que je trouvais très intéressante, que ça stimule le métabolisme et ça contribue à brûler des graisses et prolonger la satiété. Effectivement, actuellement, j'ai pas faim. Parce qu'avec ce que je viens de manger... On va être correct pour un petit bout. Je vais être correct pour un bout. Et Vanessa, je termine en te parlant parce que quand on parle de piquant, que c'est important au niveau du piquant. On a vu beaucoup depuis les dernières années une popularité avec les sauces piquantes. Oui. Écoute, on en voit, il y en a partout. Il y a plein de compagnies qui nous font des sauces piquantes. Et je nous ai amené d'ailleurs en studio aujourd'hui une sauce piquante que j'ai trouvée à l'épicerie ici c'est ça, de la compagnie Dame. Tu me fais très... c'est ça. C'est ça. Oui, c'est parce que là, je me dis, je la nomme-tu, je la nomme pas. Hein? Alors, c'est les sauces Dame qui est produit du Saguenay, qui vient du Saguenay, qui est fabricant. Et c'est une sauce qui s'appelle le Saguenay Blues. Et c'est une sauce piquante au bleuet. Et dans les ingrédients, alors, les ingrédients, du bleuet sauvage, vinaigre de cidre, miel, sirop d'érable et le piment Carolina Reaper. Et le piment Carolina Reaper, c'est le piment qui, jusqu'en 2017, était le piment le plus fort au monde, juste avant, juste avant que le Pepper Hicks arrive. Celui que j'ai dit tantôt qu'il y avait, je ne me rappelle plus combien, on parle de 3 millions, je pense, sur l'échelle de Scoville. Donc, c'était celui-là. Oui, ici, 3 180 000. Donc, c'est lui qui a battu. Et le piment Carolina Reaper, on dit qu'il a à peu près 1 569 300 à 2 200 000 sur l'échelle de Scoville. Donc, c'est un piment qui est très, très fort. Et j'en ai amené un petit ici. Alors, Dame, compagnie qui est basée au Saguenay, Saguenay Blues, la sauce piquante. Et c'est écrit sur la bouteille, parfait mariage entre le Saguenay et le sud des États-Unis. Et un des piments les plus forts au monde. Alors, tu vois. C'est excitant, mais là, je me dis... est-ce qu'on va goûter avec ce qu'on a dans la bouche? L'effet est quand même passé là, du piment de tantôt. Je sens encore la chaleur, mais c'est un peu moins pire. Que les oreilles me chauffent. En ce moment, c'est rendu aux oreilles. Les oreilles me picotent. Mais j'ai vraiment hâte d'y goûter parce que je suis quand même fan de sauce piquante là, dans la vie. J'aime ça, les choses relevées. Puis c'est vrai qu'il y a comme une mode, là, une tendance, on va dire, d'avoir toutes sortes de compagnies de sauce piquante au Québec. Puis j'en ai goûté vraiment plusieurs. Puis je suis tout le temps fan de ça. Et, là, je sais pas. Est-ce qu'on y goûte? Moi, je prends... Là, tu prends ça de même à cuillère au complet? Là, tu mets ça dans une cuillère. Oui, j'ai mis ça dans une cuillère pour que ça fasse propre, là, mais... un petit bout de pain. Je pense que je vais tremper un petit bout de pain, moi, dedans. On dirait que je suis fité, là, avec le piment. Ah, voyons. OK, on trempe un peu. On trempe un peu. À la tienne. À la tienne. OK. On goûte le bleuet. Ouais, puis ça goûte comme... il y a quelque chose du temps des fêtes, on dirait. Je sais pas, une petite... Ouais, mais le bleuet un peu, là. Tu sais, une espèce de... Tu sais, les gelées de bleuet, ces choses-là, là, on dirait qu'il y a de ça dedans. Alors, très bonne. C'est super bon. Ouais, très bon. C'est piquant. Mais... C'est piquant, mais on sent pas le piquant fort. C'est un bon mariage entre les ingrédients. Mais quoi qu'il y a une petite chaleur par après, là. Oui, la chaleur, on la sent un peu plus après, là. Mais c'est genre avec un fromage, avec... Oui, ou dans des recettes. Je pense que tu es vraiment dans certaines recettes. Tu vas en mettre un petit peu, fait que ça va relever le goût de tes recettes. Et Vanessa, je termine vraiment là-dessus maintenant. En fouillant, évidemment, dans les sauces piquantes, j'ai trouvé des petits bijoux au niveau des noms
des sauces piquantes parce que je trouve qu'il y a des compagnies qui font vraiment, choisissent des noms assez particuliers pour leurs sauces piquantes. Ouais. J'en ai ressorti 5, en fait, que je trouvais très, très comiques. Et la première, Satan Blood. Donc, le sang de Satan. Wow! Ça donne le goût. Et la deuxième, Hot Sauce from Hell. Donc, sauce piquante venant de l'enfer. On voit qu'il y a une thématique, là. Dans ces deux-là, il y avait une thématique de l'enfer. Et la prochaine, je l'apprécie particulièrement, le Colon Cleaner. Et c'est... Oh, c'est bon! Et c'est spécifié que le colon cleaner, c'est pas pour les débutants. Et si vous tapez colon cleaner sur Google, vous irez voir ça. On dirait une bouteille de sirop. Et cliquez pas sur image, hein, Non. parce que... Ben oui, vous pouvez cliquer sur image parce que quand tu cliques sur image, tu vois la bouteille de sauce. OK. Ben, tu peux écrire colon cleaner sauce. Fait que c'est comme meilleur. Fait que, en cliquant sur l'image, mais la sauce a vraiment l'air, ça a l'air d'une bouteille de sirop. On dirait vraiment une bouteille avec un docteur. Il y a un vieux monsieur sur la bouteille. Ah, c'est bon. Très, très drôle. Et mes deux préférés. OK. Mes deux noms préférés que j'ai adorés. Le premier, c'est le Red Rectum. Et sa petite sœur un peu plus forte qui s'appelle le Red Rectum Revenge. Et là, vous irez taper ça sur Google, sur image. L'image sur la bouteille, c'est un monsieur plié en deux, les culottes aux genoux avec du feu qui sort des fesses. Et là, je me dis, waouh, quel beau concept avec un nuage noir au-dessus du feu. Oh, Alors, wow. ça dit vraiment ce que ça dit. Et le Red Rectum Revenge, c'est marqué 3X sauce XXX hot sauce, tandis que l'autre, il n'y a pas de X. Donc, le Revenge est probablement encore plus fort. Encore plus fort. Mais là, je vous en supplie, si vous cherchez ça, écrivez sauce, OK? Oui. Parce que vous pourriez vraiment avoir des surprises très désagréables en écrivant. Mais en fait... Red Rectum 3X, c'est une très mauvaise idée. Oui, c'est vrai que c'est toi, c'est une mauvaise idée. Non, mais écrivez Red Rectum, juste ça, ça fait. Parce que je l'ai fait et j'ai rien vu de désagréable. Mais écoute, c'est mes noms préférés et j'ai même regardé et possiblement que je vais m'en commander. Sur Amazon, on peut en commander. Je trouve tellement ça drôle que ça se peut bien que j'en commande une bouteille puis on verra. Je vous mettrai ça en image sur notre page Facebook. Vous verrez ça dans nos commentaires. Alors, Vanessa, c'est pour ça. Alors, je termine là-dessus en disant que oui, manger épicé, oui, mais à quel prix? Je pense que c'est personnel à chacun, rendu là, dépendamment de sa limite. Yeah! Hey, défi relevé, mon ami, vraiment. C'était super intéressant, puis j'aime ça, moi, goûter à des affaires. Là, je vais peut-être le regretter dans une demi-heure. Là. Je vais être chez nous, puis je vais dire « Pourquoi? » Pourquoi j'ai fait ça? Mais merci beaucoup pour cet autre épisode de Discussion naïve. Toujours un plaisir. Ben oui, ça a été un plaisir encore une fois. Une belle encore, un beau podcast encore une fois. Et on vous invite vraiment à vous abonner à notre page Facebook, à partager vos impressions avec nous. Vous pouvez nous écrire en commentaire là, sur Facebook si vous connaissez des sauces épicées que vous aimez, si vous avez déjà mangé quelque chose de pas de bon sens dans un autre pays, vous avez envie de nous en parler. Si vous avez des recettes avec des sauces piquantes ou des recettes relevées, faites-nous en part. Vous pouvez aussi nous écrire des commentaires dans les commentaires, des sujets. Si vous vouliez qu'on parle de certaines choses, soit des thèmes de chronique ou des thèmes d'émission, ben lancez-nous ça sur Facebook puis on verra ce qu'on va faire avec tout ça nous autres. Et oui, et dites-moi donc comment vous mangez votre œuf. Bien important, comment mangez-vous vos œufs? Continuez mes stats. Hey, on vous invite à être au rendez-vous la semaine prochaine. Oui. Puisque notre thème sera... La semaine prochaine, Vanessa, on a décidé qu'on parlait des émotions. Et voilà, on est des émotifs. On est des grands sensibles. On vit nos émotions et on va se trouver des sujets autour de ça et on va encore une fois se mettre au défi sans faute. Pour aller à la suite d'aujourd'hui, je dirais que je mange mes émotions aussi. Bon, hey, ben merci. Merci à toi, merci aux auditeurs, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci Vanessa. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.